Ok, donc je vous ai parlé du calorimètre. Donc le calorimètre, bien sûr, il est constitué principalement donc, par une paroi isolée. Donc on met ici un isolant thermique, c'est surtout pour éviter les échanges de chaleur avec le milieu extérieur. Bien sûr, ici c'est un couvercle qu'on peut enlever et remettre pour mettre les substances à l'intérieur. Donc on enlève rapidement, on met pour minimiser les pertes de chaleur. Alors, comme le calorimètre et son contenu forment un système isolé, donc on écrira toujours somme des quantités de chaleur égale à 0. Donc si vous mettez de l'eau chaude à la température T1 égale à l'eau froide, pardon, température T1 égale à 20 degrés, vous allez lui rajouter donc de l'eau chaude, en rouge ici, à une température T2 égale à 60 degrés, vous ouvrez le couvercle, vous mettez rapidement et vous mesurez la température finale. Alors maintenant, comment est-ce qu'on mesure la quantité de chaleur? Alors la quantité de chaleur se mesure par la quantité de chaleur échangée. La quantité de chaleur échangée se mesure par Q égale à mCp fois delta T ou nCp fois delta T. Alors, Cp, ça s'appelle la chaleur spécifique. Ici, on appelle ça une chaleur spécifique massive. Je vais vous parler après, bien sûr, de la chaleur spécifique. Et ici, bien sûr, ça s'appelle la chaleur spécifique molaire. Donc, il n'y a pas de différence entre les deux, sauf qu'une, c'est par gramme, et ici, c'est par mol. Alors, c'est quoi? Alors, là, la quantité de chaleur, on la mesure pour un changement de température sans changement d'état. Donc, changement de température. Donc, la température elle change, mais l'état ne change pas. Donc, c'est le changement de température sans changement d'état. Changement de température sans changement d'état. Donc là, qu'est-ce qu'on mesure? En réalité, on mesure surtout le delta T. Donc, lorsque vous allez commencer votre expérience, vous allez mettre uniquement de l'eau froide, vous allez mesurer à l'intérieur T égale à 20. Ensuite, vous allez rajouter de l'eau chaude et vous allez mesurer la température finale qui est T, la température d'équilibre. Alors, ici, on est dans un équilibre thermique. Thermique, ça veut dire la température, elle reste constante avec le temps. Elle ne bougera pas. C'est ce qu'on appelle bien sûr un équilibre, donc les paramètres ne varient pas. Ici, dans ce cas-là, c'est un équilibre thermique. Alors, donc changement de température sans changement d'état, on utilise bien sûr Q égale à mCp fois delta T, mCp fois delta T. Alors, c'est quoi le Cp? Alors, le Cp, pourquoi spécialement petit p? Petit p veut dire à pression constante. Alors, pour les solides et les liquides, nous avons Cp égale à Cv. Ça, c'est bien sûr pour solide plus liquide. Les solides et les liquides, nous savons la chaleur spécifique à pression constante égale à la chaleur spécifique à volume constant. Pourquoi? Parce que les solides et les liquides sont incompressibles, c'est-à-dire vous exercez de la pression, le volume ne varie pas. Par contre, pour les gaz, on verra plus tard lorsqu'on va parler des gaz parfaits et de leur transformation, Cp est différent de Cv. Pour les gaz, on définira plus tard, bien sûr, je vous le donne aujourd'hui. Pour les gaz, on aura Cp est différent de Cv. La chaleur spécifique à pression constante est différente de la chaleur spécifique à volume constant parce que les gaz sont compressibles. C'est-à-dire, si vous exercez une pression sur un gaz, son volume il va diminuer et l'inverse. Si vous diminuez la pression, son volume il va augmenter, ce qu'on appelle la détente. Donc, pour le moment, on va parler beaucoup plus des solides et des liquides. Et dans ce cas-là, on utilise la formule Q égale à mCp fois delta T. Donc, à partir de cette formule-là, si on peut, je vous donnerai bien sûr les chaleurs spécifiques de quelques substances et la substance la plus connue, bien sûr, que nous connaissons tous, c'est l'eau. Alors, le Cp, chaleur spécifique de H2O à l'état liquide, est égal à 4,185 joules par gramme par Kelvin. Donc ça, c'est le Cp
massique. Si on multiplie le CP massique par la masse molaire, vous allez avoir 4,185 fois 18, ça vous fait environ 75 joules par gramme par Kelvin. Donc, la chaleur spécifique de l'eau, c'est 4,185 joules par gramme par Kelvin. Je vais prendre un solide, Cp de l'aluminium. Donc, la chaleur spécifique de l'aluminium à l'état solide, c'est 0,9 joules par gramme par Kelvin. Comparez les deux valeurs. Donc, vous allez remarquer que le Cp de l'eau est très élevé, 4,185 joules par gramme par Kelvin. Cp de l'aluminium, 0,9 joules par gramme par Kelvin. C'est-à-dire, la définition de la chaleur spécifique. Alors, la chaleur spécifique, c'est la quantité de chaleur nécessaire pour augmenter la température d'un corps pur de 1 degré. 1 degré Kelvin ou 1 degré C, c'est exactement la même chose. Donc, la chaleur spécifique, deux points, c'est la quantité de chaleur, nécessaire pour augmenter, donc la quantité de chaleur nécessaire pour augmenter la température, donc pour augmenter la température de 1 gramme ou 1 mol, que ce soit 1 gramme, donc Cp massique, ou bien 1 mol, donc pour augmenter la température de 1 gramme, ou bien de 1 mol, de 1 degré. 1 degré. Donc, si vous voulez augmenter la température de l'eau de 1 degré, vous devez lui donner 4,185 joules. L'aluminium, 0,9. Qu'est-ce que vous remarquez? L'aluminium, c'est très faible. Donc, lorsque d'un côté, vous avez l'aluminium et d'un côté, vous avez l'eau, vous leur donnez la même quantité de chaleur, l'aluminium va s'échauffer très très vite et l'eau va s'échauffer très lentement. Et la même chose pour le refroidissement. La raison, c'est quoi? L'eau n'est pas un bon conducteur de chaleur, donc il conduit très très mal la chaleur. Par contre, l'aluminium, c'est comme tous les métaux, ce sont des conducteurs, d'excellents conducteurs de chaleur, donc ils ont besoin d'une petite quantité d'énergie pour augmenter leur température. D'ailleurs, il y a un exemple que vous connaissez tous bien sûr, lorsque vous allez, en ce moment, il fait encore chaud, donc vous pouvez aller à la mer. Alors, vous allez, dans la journée, vous allez trouver la température de l'eau, par exemple, 26 degrés, vous allez la nuit, vous allez remarquer que la température de l'eau, elle est encore chaude. En fait, la température de l'eau n'a pas changé. Ça reste approximativement la même, que ce soit le jour, que ce soit la nuit. Pourquoi? Parce que pour augmenter sa température, il faut une très grande quantité d'énergie. Voilà donc la définition, bien sûr, de la chaleur spécifique. Bien, ici, on appelle, lorsque c'est par mol, on appelle la capacité calorifique. Lorsque c'est la masse, on appelle la chaleur spécifique. Alors maintenant, donc ici, j'ai écrit là, changement de température sans changement d'état. Alors maintenant, nous avons parlé de changement d'état, mais sans changement de température. Donc changement d'état sans changement d'état, sans changement de température. C'est-à-dire, on va changer l'état de la matière, mais pas sa température. Donc, changement d'état sans changement de température. Donc, dans ces conditions-là, bien sûr, on ne peut pas utiliser cette formule. NCP d'état T ou bien MCP d'état T. Pourquoi? Parce que changement d'état se fait sans changement de température, c'est-à-dire à T et P égale à constante. Donc, les changements d'état se font à pression et température constante. L'eau, par exemple, elle passe de l'état solide à l'état liquide à 0 degré Celsius, c'est à condition bien sûr que P soit égal à 1. De même, elle peut passer de l'état liquide à l'état gazeux à 100 degrés, bien sûr, à P égale à 1 atmosphère. Remarquez qu'on peut abaisser la température
de vaporisation de l'eau, de d'évaporation de l'eau, il suffit d'abaisser la pression, l'eau peut s'évaporer même à 20, 25, 30 degrés. Là même le contraire, si vous augmentez la pression, comme dans le réacteur nucléaire, on peut avoir de l'eau liquide à 250 degrés. Il suffit d'augmenter énormément la pression autour de 150 bar. Donc c'est pour cette raison que le changement d'état dépend de température et pression. Donc ces changements se font à T et P comme ça. Allons-y voir maintenant les trois états de la matière et les différents changements qui s'opèrent à l'intérieur de la matière. Alors, comme vous le savez, la matière peut exister